Alors, bonjour du Japon, avec un petit coup de soleil. Aujourd'hui, on va parler d'une nation un peu particulière, les nomades digitaux. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça de les définir comme une nation, puisqu'on a l'habitude de penser à la nation française, la nation du Botswana, la nation du Brésil. Mais quand on regarde la définition d'une nation, c'est une identité collective définie par une ethnicité commune ou une culture commune ou une religion commune ou une histoire commune. Donc c'est très vague, mais globalement c'est un groupe de gens qui trouvent qu'ils se ressemblent dans un certain aspect et qui se définissent comme tels. Alors, est-ce que les nomades digitaux sont une nation? C'est débattable. Mais en l'occurrence, pour cette vidéo, on va faire comme si, oui, les nomades digitaux étaient une nation et on va s'imaginer comme expérience de pensée un peu rigolote pour pas apprendre trop au sérieux, mais on peut apprendre et un peu s'amuser de la pensée. On va penser, et si les nomades digitaux étaient un pays? Alors, à quoi ressemblerait ce pays? Qui seraient ces gens? Et quelles seraient, quelles seraient les statistiques qu'on connaît sur un pays, mais appliquées aux nomades digitaux? Donc tout d'abord, la première question qu'on se pose pour un pays, c'est la population. Eh bien, il y a 35 millions de nomades digitaux dans le monde en 2023. Et il faut savoir que c'est le pays du coup qui a la population qui grandit la plus vite au monde, puisqu'ils étaient à peine 2 millions dans les années 2000, et que la croissance est prévue pour atteindre beaucoup plus en 2030. Donc globalement, on est 35 millions et on grandit plus vite que la plupart des pays africains qui ont leur poussée de croissance actuelle. Alors d'où viennent-ils? Parce que ce n'est pas par une fertilité très haute que les nomades digitaux se reproduisent, même si 24% des nomades digitaux aujourd'hui, donc un quart des nomades digitaux, ont un ou plusieurs enfants, mais cela reste quand même une fertilité en dessous de la moyenne des pays. Donc c'est de l'immigration, c'est des gens qui viendraient d'autres pays. En réalité, ils ont encore le passeport de leur ancien pays parce que la nomadie n'est pas encore un pays. Mais ce pays de nomadie, il se composerait principalement d'immigrants. Alors ces immigrants, ils viendraient principalement des États-Unis d'Amérique et du Canada. En effet, les Américains, c'est-à-dire États-Uniens, sont à peu près 17 millions. Donc, la moitié de la population provient d'Amérique. Dans les autres nationalités qui seraient très représentées, on aurait les Allemands, les Canadiens, les Russes et les Français. Ainsi, la deuxième nationalité la plus représentée, avec 30% de la population, serait les Britanniques. Donc on a clairement comme langue principale l'anglais. Et d'ailleurs, si vous rencontrez des nomades digitaux, qu'ils soient russes, français ou allemands, ils vous parleront, si vous n'êtes pas de leur pays d'origine, sûrement en anglais. Donc on peut dire que la langue officielle de la nomadie serait l'anglais. Une autre statistique assez intéressante pour la nomadie qui la ferait sortir plutôt de la moyenne, c'est que c'est un pays globalement assez jeune pour un pays aussi développé que ça, puisque il y a à peu près 50% de la population dans l'âge 30 à 39. Donc c'est l'âge productif, c'est la Chine à son apogée, c'est le Mexique actuel. Bref, démographiquement, ils sont dans une très bonne situation. Et ça, on peut s'imaginer que c'est parce qu'une fois que les gens atteignent la retraite ou des âges plus âgés, la vie de nomade devient plus compliquée et que les enfants ne peuvent pas vraiment devenir des nomades digitaux. Après, on voit quand même qu'il y a 14% de la population qui a dans la vingtaine, donc plutôt jeune,
et qu'on voit aussi une grosse proportion de gens, donc à peu près 30%, qui a plus de 40 ans. Donc, il y a quand même la plupart des âges et on voit un nombre très faible d'enfants pour des raisons évidentes. On voit donc, on peut voir que 24% ont des enfants. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la population américaine, les Afro-Américains sont surreprésentés par rapport à leur proportion aux US, puisqu'ils sont 14% aux US, alors qu'en Nomadie, ils représentent 18% de la population d'origine américaine. Cela peut être dû au fait qu'ils n'ont pas forcément les meilleures conditions pour vivre aux US et qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. On voit aussi une grosse proportion d'Américains d'origine européenne, à 76% de ceux venus d'Amérique. On voit moins pour ce qui est du LGBT, on voit globalement moins de transgenres ou de personnes s'identifiant comme non-binaires chez les nomades digitaux. Alors ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Ça peut être dû par exemple au fait que c'est beaucoup plus dangereux de voyager pour quelqu'un qui est transgenre ou LGBT, puisque déjà la plupart des pays en Afrique et au Moyen-Orient le rendent illégal et voire persécutent les gens comme ça. Donc ça peut être dû à ça. On voit aussi que 54% des nomades digitaux sont mariés et vivent avec un partenaire. En effet, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la plupart des gens qui font ça à long terme se trouvent une personne avec qui ils partagent leur vie et voyagent. Et ça c'est intéressant et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. C'est comment voyager avec un partenaire. Et donc, j'ai des amis qui ont exactement ce style de vie et je pense que ça serait intéressant d'avoir leur perspective là-dessus. Alors, quelque chose qui fait sortir la nomadie complètement de la norme parmi les pays, c'est l'éducation. En effet, 90% des nomades en 2023 avaient été à l'université ou une institution après le lycée. Ce qui les met bien en avance des nations qui viennent ensuite dans la liste. Donc par exemple la Corée du Sud à 70%, le Canada, le Japon, bref, ils sont 20% au-dessus du deuxième, donc ils sont premiers et de très loin. C'est une population extrêmement éduquée, avec 54% qui ont un bachelor's, donc 10% de la population qui n'a pas d'éducation supérieure, 33% qui a un master et 3% qui ont un doctorat. Donc on peut voir qu'aussi beaucoup de nomades digitaux ont des jobs où ils ont besoin de talents très spécialisés, par exemple le software development, et donc ils ont besoin de cette éducation, que ça vienne d'une université ou d'un site ou quoi que ce soit. Et donc ça peut expliquer le fait que cette population soit justement beaucoup plus éduquée. Donc c'est un pays qui est très heureux, il est à peu près au niveau du Danemark, de la Suède et de la Norvège en termes de satisfaction de travail, puisque 80% des nomades digitaux expriment être très satisfaits de leur travail. C'est beaucoup plus par exemple que au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en France, mais ça reste dans les normes dans les pays qui sont plutôt les meilleurs pays du monde en termes de satisfaction. La plupart des gens expriment le fait que c'est la flexibilité que ça leur donne qui augmente cette satisfaction. Voilà. Donc, dans les nomades digitaux, on n'a pas beaucoup de statistiques sur combien ils gagnent parce que c'est assez flou. Certains sont russes, certains sont français, donc c'est très dur de savoir exactement qui gagne quoi.
mais une estimation serait que le nomade digital moyen gagne à peu près entre 50 000 et 123 000 par an. Donc pour les nomades qui gagnent 50 000 dollars par an, cela les placerait à peu près au niveau des États-Unis d'Amérique, tandis que ceux qui seraient plus dans 123 000 par an, cela les placerait au niveau de vie du Luxembourg, Liechtenstein et Qatar. Donc cela ferait entre les US, cela en tout cas est le niveau de vie d'un pays hautement développé. Et donc, quelles sont les industries qui rapportent le plus dans ce pays? Alors, c'est le software development, c'est le design graphique, c'est l'analyse de données et l'IT. Alors, il y a aussi le fait que la plupart des compagnies aujourd'hui offrent des travails que l'on pouvait faire autrefois dans un bureau et que l'on peut tout simplement, comme on pouvait le faire de son ordi, ils l'ont simplement passé en nomades digitaux. On a donc chez les nomades digitaux, on a 50% de la population qui a un CDI, du coup un regular 9 to 5, qui va le matin, qui se login le matin pour travailler et qui arrête le soir et qui travaille comme ça, donc chez une compagnie, c'est la moitié des nomades digitaux. On a 16% qui sont des freelancers, donc qui travaillent à la tâche. On a 16% qui ont fondé leur start-up. On a 7% qui travaillent dans une agence et 7% de contracteurs. Alors, ensuite, on peut voir dans le style de vie des gens. Qu'est-ce que l'on peut observer? Donc, on peut voir que 50% des nomades digitaux possèdent une maison et 50% n'en possèdent pas. Donc, sur ce point, ce n'est pas vraiment un point commun des nomades digitaux, c'est vraiment moite-moite. Le sport national de la nomadie serait la grimpe, suivi de la randonnée, suivi de la nage, suivi du fitness, de la course, puis du vélo. Ce sont les sports préférés. Ensuite, on a 50% qui sont des nomades à haute intensité, c'est-à-dire qu'ils changent toutes les 1 à 2 semaines après être arrivés dans un lieu. Et la moitié des nomades digitaux disent qu'ils sont déjà arrivés dans une localisation et qu'ils sont repartis immédiatement parce que ça ne leur plaisait pas. Et donc, quelles sont les prédictions pour la nomadie à l'avenir? Alors, selon Localize et Statista, donc selon une étude de Gartner Survey, 82% des compagnies planifient d'incorporer le télétravail et des règles de travail qui sont favorables aux nomades digitaux à l'avenir. Donc on peut penser que globalement la population de la nomadie va grandir de plus en plus. En plus, on peut voir que les rôles dans la tech, dans l'IT, la cybersécurité, l'analyse de données, le codage, le développement web sont tous prévus de grandir en 2024, ce qui veut dire que globalement ces jobs, c'est tous des jobs de nomades digitaux, ça va aussi faire grandir la population de la nomadie. Dans les influenceurs, un marché qui est prévu d'atteindre 143 milliards de dollars avant 2030. C'est aussi un job que les nomades digitaux peuvent faire, mais il y a aussi d'autres rôles de digital marketing comme le copywriting, le SEO, la création de contenu sur les réseaux sociaux, l'analyse de réseaux sociaux
Et donc, on voit que ça aussi, ça va devenir une industrie majeure. En plus, la plupart des pays et des gouvernements, aujourd'hui, tentent d'accueillir plus de nomades digitaux en créant des visas nomades digitaux qui permettent aux nomades digitaux justement de rester dans le pays et en général de payer beaucoup moins de taxes et de pouvoir rester juste en prouvant qu'ils ont un revenu, de rester sur le pays. Et donc par exemple, on a les Seychelles, l'Espagne, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Estonie qui ont déjà créé des visas digital nomades en 2023 et il y aura sûrement d'autres qui vont le faire. Donc, globalement, tout porte à penser que la nomadie a un grand avenir devant elle puisque son économie boom, sa population boom et ça va être de plus en plus facile de la rejoindre. Et aussi, on prédit, puisqu'il y a 60% d'hommes en nomadie, donc effectivement, c'est pas la parité, mais par exemple, c'est rien à côté des 80% de certains pays du Golfe. Mais à l'avenir, on prédit qu'il y aura plus de femmes nomades digitales. C'est tout simplement parce que c'est comme ça que ça se fait d'année en année et que ça risque de rejoindre, oui, les 50%. Et donc, on risque d'avoir la parité en nomadie. Et donc, voilà. Est-ce que la nomadie est une nation? Alors, ça, c'est pas basé sur des statistiques, c'est juste basé sur l'expérience, parce que je commence à avoir rencontré un certain nombre de nomades. Je pense que oui, dans le sens où il y a une histoire commune. Ça a commencé en 1997 c'est un livre, du coup le terme de digital nomade, dans un livre écrit par Tsugio Makimoto et David Manners, qui a été publié en 1997, où il publie un manifeste justement de ce mode de vie, des valeurs qu'il porte. Et donc quand on dit mode de vie, valeurs, là ça commence à faire penser à une nation. Si on pense au fait qu'ils parlent tous anglais, donc là on a la langue, on pense au fait que globalement ils se réunissent en communauté, où qu'ils soient, quand on est à Bali, à Kyoto, à Mexico City, globalement, il y a des restaurants nomades digitaux, il y a des communautés, des événements nomades digitaux, donc on peut véritablement voir une culture qui se crée autour de ce phénomène. Et je pense que c'est intéressant. Alors personnellement, je ne suis pas un nomade digital, mais je trouve le phénomène extrêmement intéressant d'un point de vue anthropologique à étudier, de voir qu'on a cette catégorie de gens qui n'existaient pas jusqu'à il y a à peine 25 ans et qui ont commencé à se développer, et qui aujourd'hui représentent la taille d'un pays de taille moyenne en Europe, qui sont beaucoup plus gros que l'Autriche, la Suisse, qui font à peu près la taille de l'Italie en population. Donc c'est globalement très intéressant de voir cette catégorie de gens qui apparaît, et je pense que ça peut effectivement changer l'histoire d'avoir cette proportion de gens dans l'humanité qui vit complètement différemment, qui dépasse les frontières. Et car en effet, depuis la création des États-nations, le mode de vie nomade avait eu tendance à disparaître, et là il revient sous une nouvelle forme. Et donc c'est très intéressant, et je pense que dans les années à venir, on va voir une évolution liée à ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais au onsen. À plus!